Dans cette petite séance, je vais essayer de rappeler comment et pourquoi on justifie la force et la supériorité de la concurrence par rapport au monopole. Et donc, on part de l'idée que la société est optimale quand elle produit le plus avec un prix qui est le plus faible possible. Car l'objectif d'une société, l'objectif d'une organisation sociale, c'est de donner le plus possible aux consommateurs. Et donc, le consommateur, il cherche avant tout des prix les plus bas possibles. Et le deuxième élément qui va déterminer le modèle, c'est le comportement donc, de l'entreprise. Et on va considérer que l'entreprise cherche à maximiser son profit. Alors je sais bien que c'est vulgaire maintenant, puisque avec la RSE et tout ça, mais on va faire un modèle simple où l'entreprise cherche à maximiser son profit. Alors, je rappelle, donc je vais écrire 2 ou 3 équations. Je rappelle l'équation de base, le profit, c'est égal au chiffre d'affaires, c'est-à-dire le prix multiplié par la quantité produite, vendue, qu'on appelle en économie la recette, mais que la plupart des gens en comptabilité appellent le chiffre d'affaires, moins le coût. Et donc je ne rentrerai pas dans les détails sur le fait de savoir pourquoi on considère que le coût dépend de la quantité produite. Ce qui est important, c'est qu'on va faire des petits dessins, et quand on fait des petits dessins, la question que l'on doit se poser, c'est qu'est-ce qu'on met en abscisse et qu'est-ce qu'on met en ordonnée. Et donc, normalement, on met en abscisse ce qui sert de variable explicative, ce qui sert à déterminer le fonctionnement du modèle. Donc, si j'explique ici que le coût dépend de la quantité produite, ce qui va être l'élément explicatif, c'est la quantité produite. Alors qu'on pourrait penser qu'intellectuellement, la question que l'on se pose, c'est comment augmenter la quantité en question. C'est-à-dire, comment faire de la quantité produite un résultat et non pas une cause. Alors, c'est un des paradoxes du modèle qui a donné lieu à des débats sans fin. Je ne rentrerai pas dans les détails. Assez usuellement, dans la plupart des manuels, on garde cette idée que c'est la quantité produite qui doit être en abscisse et qui doit servir d'élément explicatif. Une fois qu'on a écrit ça, eh bien, pour maximiser le profit, depuis qu'on fait un peu de mathématiques, on considère que la bonne façon de maximiser le profit, c'est de calculer, comme pour toute fonction, sa dérivée par rapport à l'inconnu, par rapport à la variable explicative qui est la quantité produite. Donc je calcule la dérivée, et la dérivée c'est la dérivée de ce produit moins la dérivée du coût. Alors, tous les étudiants savent que la dérivée du coût, ça s'appelle le coût marginal, et que c'est le coût de la dernière unité produite. Je ne vais pas insister là-dessus, je vais considérer que soit on l'admet, soit on a compris, en tout cas c'est incontournable. Le coût de la dernière unité produite, ça s'appelle le coût marginal, et mathématiquement ça s'exprime en faisant le calcul de la dérivée. Je peux écrire également ici ce profit en disant que je vais mettre la quantité produite en facteur. Donc c'est Q, facteur de P moins C de Q sur Q. Et donc la quantité produite multipliée par P moins C de Q sur Q donne le profit, et P moins C de Q sur Q, c'est le prix moins C de Q sur Q moins le coût moyen. Donc notre modèle est un modèle dans lequel il y a un coût marginal, un coût moyen, une recette. Alors ici la recette, c'est une dérivée, donc je vais appeler ça la recette moyenne. La recette marginale, pardon. La recette marginale, et ici, j'ai le coût marginal. Bien, donc on retrouve en résultat une petite équation que tout le monde connaît, c'est que le profit est maximum quand la dérivée est égale à 0, c'est-à-dire quand la recette marginale est égale au coût marginal. Jusque-là, la plupart des étudiants sont à peu près d'accord. Quelquefois, ils se demandent d'ailleurs pourquoi on parle de recette, d'où ça vient, mais bon, c'est le mot, c'est le mot. Bon, il suffit de leur dire, c'est le chiffre d'affaires, ça revient au même. À partir de ce moment-là, eh bien, je vais construire un modèle avec 2 hypothèses. Une première hypothèse, c'est que je suis en ce que j'appelle une situation de concurrence. Dans une situation de concurrence, la définition que l'on peut en donner, c'est le fait que l'entreprise, si elle détermine la quantité qu'elle produit, ça, elle est maître de ça, mais en revanche, le prix lui est imposé par son environnement. Dès qu'elle veut modifier le prix, si elle l'augmente, ben elle perd des parts de marché. Si elle le diminue, elle perd du chiffre d'affaires, puisque à quantité équivalente, eh bien, elle gagne moins par chaque unité vendue. Et donc, pour essayer de se rétablir, il faut qu'elle gagne
en augmentant la quantité vendue, c'est-à-dire qu'elle accroisse ses parts de marché. Ce sont des processus qui sont à la fois complexes, longs et qu'elle ne maîtrise pas parfaitement. Donc elle subit, elle accepte l'idée que le marché lui est imposé et le marché lui impose par l'intermédiaire de la concurrence un prix. Et donc en concurrence, eh bien, le prix est constant. Et donc, ce que j'ai appelé la recette marginale, c'est la dérivée du prix multiplié par la quantité, sachant que le prix est une constante, et ça, c'est égal au prix. Bon, on retrouve donc l'idée que, en concurrence, le prix est égal au coût marginal. Ça, c'est un résultat, c'est une sorte de point de passage obligé de toute personne qui pense avoir fait un jour dans sa vie de l'économie. Le prix égal au coût marginal. Et puis, je vais regarder maintenant ce qui se passe en situation de monopole. Eh bien, la définition du monopole, c'est que l'entreprise est seule. Et si elle est seule, elle n'est pas soumise au risque de voir ses concurrents profiter de sa stratégie pour lui prendre des parts de marché, puisqu'elle est toute seule. Donc, par définition, son enjeu, ce n'est pas le comportement de ses concurrents, il n'y en a pas. Par définition, son enjeu, c'est le comportement de ses clients. Son véritable danger, si elle augmente ses prix, c'est qu'au bout d'un moment, ses clients se découragent. C'est-à-dire, ses clients finissent par dire « à ce prix-là, ça ne vaut pas le coup d'acheter ». Non pas parce qu'encore une fois, ils vont vers un concurrent, mais parce qu'ils se retirent purement et simplement du marché. Et donc, l'enjeu, c'est la réaction pour l'entreprise des clients à l'évolution du prix. Alors ça veut dire que le prix va être en fonction du comportement des clients. Donc, va être en fonction de la demande. Et donc, on va considérer que la demande, c'est-à-dire le marché, la capacité d'acquisition du marché, donc la capacité d'écoulement de l'entreprise, dépend du prix. Donc, la quantité que produit l'entreprise, Q, est une fonction du prix. Alors, ça devient compliqué. C'est-à-dire que la quantité qu'elle vend est fonction du prix, mais le prix est fonction de la quantité qu'elle produit et qu'elle vend. Donc, c'est un serpent qui se mord la queue, c'est normal, c'est le charme des mathématiques. Donc, je vais représenter ça sur des schémas, puisque une fois qu'on a fait des calculs, eh bien, la force des Anglais, c'est d'avoir considéré qu'il fallait que ça se voit physiquement. Et donc, autant les économistes français ont multiplié les équations, autant les économistes anglais ont multiplié les dessins. Et puisque les Anglais nous dominent, eh bien, nous allons faire des dessins. Alors, je reviens à l'entreprise en concurrence. L'entreprise en concurrence, je mets donc un abscisse, puisque j'ai calculé tout en fonction des quantités, je mets la quantité en abscisse, et puis je vais mettre en ordonnée le prix. Et je vais essayer de voir les paramètres de l'entreprise au travers de ce petit dessin. Il faut que je positionne, pour avoir l'équilibre, le prix. Donc en concurrence, j'ai dit le prix il était constant. Donc le prix, le voilà. Et puis, je positionne le coût marginal. Et donc le coût marginal, il a cette allure-là. Pourquoi? Eh bien, le coût marginal, c'est le prix, c'est le coût de la dernière unité produite. Donc je fais une hypothèse qui est l'hypothèse la plus couramment faite en économie, c'est qu'il y a des rendements décroissants. En anglais, ça se dit diminishing returns. Les diminishing returns, c'est quoi? C'est le fait que plus on produit, plus ça coûte cher. Concrètement, une fois que j'augmente la production, pour produire des unités supplémentaires, il faut mobiliser des facteurs de production qui coûtent de plus en plus cher. Alors, il faut mobiliser des machines qui sont moins efficaces parce que les machines les plus efficaces ont déjà été utilisées. Il faut bien le dire aussi, le capital humain coûte de plus en plus cher. Façon de dire, on mobilise des gens de moins en moins compétents. Quand on est une entreprise, qu'on embauche, on commence par embaucher les plus compétents. Puis si on vous demande de produire davantage, vous embauchez. Mais les gens que vous allez trouver sur le marché du travail sont moins compétents que les précédents, sinon vous les auriez déjà pris. Donc il y a des rendements décroissants. Donc plus on produit,
plus le coût marginal augmente. Et donc on a ici le prix d'équilibre. Bon, ce que je vais démontrer, c'est que en situation de monopole, le prix sur lequel on va accéder, qui va être l'intersection entre la recette marginale, donc le prix ici est égal à la recette marginale, et le coût marginal, dans le cas du monopole, le prix est supérieur et la production est inférieure. Alors je vais faire le dessin pour le monopole. J'efface et je recommence avec les mêmes axes. Je mets ici la quantité et ici le prix. Et je positionne le coût marginal. Maintenant, le prix, j'ai dit, il n'est pas fixe. Le prix, l'entreprise va effectivement comporter une quantité est égale à une fonction du prix. Et donc là, je suis en situation un peu ambiguë, un peu compliquée, puisque j'ai ce type de relation et j'ai ici une relation où la quantité qui dans ma relation est le résultat est en réalité l'origine. Alors, bon, je vais dire, bon, mais je vais raisonner sur un plan mathématique, hein. Je vais faire en sorte que je vais quand même tracer une courbe associant la quantité et le prix sans trop me poser la question de savoir qui est à l'origine de quoi. Simplement, quand je raisonne, la quantité qui va être la quantité achetée, la quantité demandée, assez naturellement, je peux penser que plus le prix est élevé, plus la quantité demandée va être faible. Mais on va considérer que si c'est la situation inverse, c'est-à-dire qu'une augmentation des prix se traduit par une augmentation de la quantité, eh bien on est dans des cas aberrants. On va parler de produits de luxe. On va parler, dans d'autres circonstances, ce qu'on appelle le bien Giffen. C'est quoi l'idée? L'idée, c'est que, alors l'exemple typique, c'est l'augmentation du prix des pâtes alimentaires ou du riz. Vous augmentez le prix des pâtes alimentaires, vous pouvez penser que les gens vont moins consommer de pâtes. En fait, les gens vont se dire, avec le budget alimentaire que j'ai, maintenant je peux acheter moins de choses. Et donc je vais être obligé de me rabattre sur les choses les meilleurs marchés. Et donc ils vont substituer à la viande qui reste plus chère que les pâtes, une certaine quantité supplémentaire de viande pour rester dans leur budget alimentaire initial. Et donc cette situation est une situation un peu particulière où quand vous augmentez le prix de ces biens, la demande augmente. Mais c'est une situation qui est vécue comme étant plus ou moins pathologique. La bonne situation, c'est que quand le prix augmente, la quantité diminue. Bon, ce qui veut dire que sur le plan mathématique, je peux dire l'inverse. Si je raisonne en disant que je vais associer le prix et la quantité, je peux dire que quand la quantité augmente, et bien symétriquement le prix diminue. Donc je vais tracer une courbe comme ceci, qui va être ce que j'appelle le prix, et qui va être la fonction de demande, qui va dépendre de la demande. Bon, et donc si j'étais en concurrence, mon équilibre serait ici, à l'intersection entre le prix et la quantité produite. Et je dis, en réalité, j'utilise un nouveau feutre, en réalité, ce n'est pas prix égale coût marginal, c'est recette marginale égale coût marginal. Et donc, ce qu'il faut que je trace, ce n'est plus la courbe de prix, mais c'est la courbe de recette marginale. Donc, il faut que je revienne à la définition. La recette marginale, c'est le produit du prix multiplié par la quantité dérivé. Donc là, normalement, on devrait arriver première, terminale, à être capable de faire ce calcul. Donc je dérive, je rappelle, c'est une fonction qui est supposée être une fonction de la quantité. Et donc c'est la dérivée du prix par rapport à la quantité, plus la dérivée de Q par rapport à la quantité, c'est-à-dire 1 multiplié par P. Donc la recette marginale a cette équation. Bon, j'ai dit, la fonction P, elle est là, elle est décroissante. Et donc, sa dérivée
résultat mathématique, là aussi relativement élémentaire, sa dérivée est négative. Donc la recette marginale, c'est le prix, plus la quantité multipliée par un nombre qui est négatif. Donc la recette marginale, elle est systématiquement inférieure au prix. Ici, au point de départ, quand la quantité est égale à 0, elle est égale au prix. Et puis ensuite, elle est inférieure. Donc ici, j'ai la recette marginale. Donc, ici, j'ai le nouveau équilibre, qui est l'équilibre du monopole. À ce moment-là, par un raisonnement simple de la signification de ces courbes, la quantité produite est ici. Donc c'est la quantité du monopole. Et ici, j'ai la quantité de la concurrence. Et je vois bien que la quantité de la concurrence est supérieure à la quantité du monopole. Ici, j'ai le prix de la concurrence. Et ici, pour avoir le prix du monopole, eh bien, je prends cette quantité, je regarde quel est le prix qui est donné par la courbe bleue. Et donc, le prix, il est ici. Et donc, ici, j'ai le prix du monopole. Et donc, on voit bien sur ce dessin que le prix du monopole est supérieur au prix de la concurrence. En revanche, la quantité du monopole est inférieure à la quantité de la concurrence. Alors, je résume parce que, comment j'ai procédé? Je résume ce que j'ai fait. J'ai commencé par partir d'un résultat simple, à qui le prix est égal au coût marginal en concurrence. Donc, je trace la courbe de coût marginal et la courbe de prix. Simplement, ce prix, alors que dans une concurrence normale, je considère qu'il est constant, ici, je passe à une vision du monopole. Et pour le monopole, le prix, lui, n'est pas constant. Le monopole, il choisit le prix. Il a un jeu sur le prix. Mais il a une contrainte. La contrainte, ce sont ses débouchés. La contrainte du monopole cesse d'être le concurrent pour être le client. À partir de ce moment-là, effectivement, je retrace le prix du monopole en disant que si je lui appliquais la règle de la concurrence, j'obtiendrais ce résultat. Et puis je regarde comment il est fait. Le monopole, il ne cherche pas à se conformer à un modèle extérieur. Le monopole, il a une contrainte qui est ses clients, et il a un objectif qui est son profit. Et pour avoir un profit le plus important possible, eh bien, le petit calcul mathématique va montrer que la recette marginale va être coût marginal. Donc j'ai développé ici la recette marginale, ce qui m'a permis de la positionner. Donc, j'ai identifié le monopole à partir d'une règle simple, recette marginale égale coût marginal, et j'ai mis cette recette, cette situation, en parallèle avec la règle traditionnelle d'une entreprise en concurrence, prix égale coût marginal. Et c'est à partir de là que je suis arrivé à la conclusion que la quantité du monopole produite était inférieure à la quantité de la concurrence et le prix était plus élevé. Sur un plan strictement économique, indépendamment des calculs mathématiques, ce qu'il y a d'important à voir, c'est que la tendance naturelle de toute entreprise, c'est d'essayer d'avoir le prix le plus élevé. Ce qui explique cette dynamique, c'est que l'entreprise va chercher systématiquement à augmenter ses prix. Il est plus facile d'augmenter ses prix que d'investir et d'acheter des machines. Et donc, l'entreprise en monopole va utiliser au maximum cette capacité qui lui est offerte d'augmenter ses prix. L'entreprise en concurrence, elle ne peut pas le faire. Cette capacité ne lui est pas ouverte. L'entreprise en monopole, cette capacité lui est ouverte, elle le fait avec simplement un plafond, une limite. C'est qu'il y a un moment, le consommateur se dérobe. C'est ça qui est important à comprendre dans le mécanisme économique, c'est que le monopole a comme avantage par rapport à la concurrence, c'est de gérer son action par l'intermédiaire du prix. Une entreprise en concurrence joue dans un cadre précontraint par les prix, une entreprise en monopole joue dans un cadre précontraint par les débouchés. Et donc le jeu n'est pas exactement le même. Le résultat, encore une fois, est un résultat que peu de gens peuvent contester, même s'il est de bon ton de temps en temps de dire, vous savez, hein, si on ouvre les chemins de fer, si on ouvre l'électricité, si on ouvre tel ou tel secteur à la concurrence, les prix vont augmenter. La réponse est non. Les prix vont baisser. Alors est-ce qu'ils augmenteront éventuellement dans le cas des entreprises qui ne pratiquaient pas en tant que monopole la vérité des prix?
Ça, c'est un monopole rationnel. Et puis, un monopole public géré par des démagogues. Son prix peut être ici. Ça, c'est le monopole, non pas rationnel, et démagogue. C'est un autre sujet.